Dans le Paris étincelant de 1890, une femme de 32 ans affronte le regard cruel d'une société qui l'a condamnée. Trop âgée pour le mariage, trop pauvre pour l'indépendance, trop fière pour se soumettre. Mais lorsqu'un homme puissant surgit au moment le plus humiliant de sa vie, tout ce qu'elle croyait savoir sur son destin va basculer dans un tourbillon de passion, de scandale et de vengeance. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un amour impossible, c'est celle d'une guerre contre les conventions, d'une femme qui refuse de disparaître et d'un secret qui pourrait détruire l'empire d'un magnate ou le sauver. Le parfum des roses fanées flottait dans le salon parisien ce soir-là, mêlé à l'odeur âcre des bougies qui achevaient de se consumer. Derrière les rideaux de velours cramoisi, une femme se tenait droite, le menton levé, alors que les rires moqueurs fusaient autour d'elle. On l'appelait vieille fille, on murmurait qu'elle était un fardeau pour sa famille, on prédisait qu'elle finirait seule, oubliée, enterrée dans l'ombre des femmes plus jeunes et plus dociles. Mais ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Un homme allait franchir le seuil de ce salon, et d'un seul geste, d'un seul regard, il allait transformer l'humiliation en défi. Si cette histoire vous touche, inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez. Votre présence compte pour nous. Marguerite Delcourt avait appris très tôt que le silence pouvait être plus cruel qu'une gifle. Ce soir de janvier 1890, dans le salon des Beaumont, elle se tenait près de la cheminée, une tasse de thé refroidie entre les mains, et écoutait le bourdonnement des conversations qui l'excluaient systématiquement. Les femmes parlaient de leurs filles à marier, de leurs fils prometteurs, de leurs alliances stratégiques. Les hommes discutaient affaires et politique, jetant à peine un regard aux créatures en robe de soie qui gravitaient autour d'eux comme des papillons autour des flammes. Marguerite, elle, était devenue invisible. À 32 ans, elle portait le stigmate de la célibataire endurcie, celle qui n'avait pas su séduire à temps, celle dont la dot modeste n'avait attiré aucun prétendant sérieux. Sa famille, autrefois respectable mais désormais appauvrie, survivait grâce à la générosité calculée de cousins éloignés qui ne manquaient jamais de leur rappeler leurs dettes. Son père, un ancien notaire ruiné par de mauvais placements, vivait reclus dans leur appartement sombre de la rue de Turbigo, tandis que sa mère s'accrochait aux derniers vestiges de leur statut social en acceptant toutes les invitations, même les plus humiliantes. Ce soir-là, Madame Beaumont, une femme aux joues fardées et au sourire carnassier, s'était surpassée dans l'art de l'insulte déguisée en sollicitude. Elle s'était approchée de Marguerite avec cette démarche ondulante qui caractérisait les femmes sûres de leur pouvoir et lui avait dit d'une voix sucrée mais assez forte pour être entendue par le petit cercle qui l'entourait: « Ma chère Marguerite, vous semblez bien seule ce soir. N'est-ce pas difficile de voir toutes ces jeunes filles danser et rire alors que vous... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. » Marguerite avait senti le feu lui monter aux joues, mais elle avait gardé son masque de politesse glaciale. « Je me porte à merveille, Madame Beaumont. Je trouve le spectacle de la jeunesse tout à fait charmant. »« Oh, certes, certes, » avait répondu Madame Beaumont en éventant son visage avec un sourire entendu. « Mais il y a un âge où l'on doit accepter son sort, n'est-ce pas? Certaines femmes sont faites pour le mariage et la maternité, d'autres. Eh bien, pour d'autres destins. Moins glorieux peut-être, mais tout aussi utiles à leur manière. Une gouvernante par exemple, ou une dame de compagnie. J'ai justement une amie qui cherche. » Le groupe autour d'elle avait étouffé des rires mal dissimulés. Marguerite avait senti quelque chose se briser en elle, une digue fragile qui retenait des années de rage contenue. Elle avait posé sa tasse avec un calme terrible et s'apprêtait à répondre lorsqu'un mouvement près de la porte avait attiré tous les regards. Un homme venait d'entrer dans le salon, et sa seule présence avait suffi à changer l'atmosphère de la pièce. Il était grand, les épaules larges sous son habit noir, impeccablement taillé, les cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes. Mais ce qui frappait avant tout, c'était l'autorité naturelle qui émanait de lui.
cette assurance tranquille des hommes qui ont bâti leur fortune de leurs propres mains et ne doivent rien à personne. Édouard Lavergne, le magnate de l'acier, l'homme qui avait révolutionné l'industrie française en important les techniques américaines et en créant un empire qui s'étendait de Paris à Lyon, de Marseille à Lille. Madame Beaumont s'était précipitée vers lui avec des cris de joie exagérés, abandonnant Marguerite comme on abandonne un jouet cassé. Mais Édouard Lavergne ne regardait pas son hôtesse. Ses yeux gris acier étaient fixés sur Marguerite, et dans ce regard, elle avait lu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de l'intérêt. Pas de la pitié, pas de la curiosité condescendante, mais un intérêt réel, intense, presque troublant. Il avait traversé le salon à grandes enjambées, ignorant les tentatives de Madame Beaumont pour le retenir, et s'était arrêté devant Marguerite. « Mademoiselle, avait-il dit d'une voix grave et posée, pardonnez mon audace, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que vous semblez aussi peu enchanté par cette assemblée que je le suis moi-même. Accepteriez-vous de faire quelques pas avec moi sur la terrasse? L'air de ce salon devient étouffant. » Le silence s'était abattu sur le groupe. Marguerite avait senti tous les regards peser sur elle, chargés d'incrédulité, de jalousie, de scandale naissant. Édouard Lavergne, l'un des hommes les plus riches et les plus convoités de Paris, venait de choisir publiquement la vieille fille que tout le monde méprisait. Elle avait hésité un instant, consciente du piège potentiel que représentait cette invitation. Mais la rage qui bouillonnait en elle, le désir violent de gifler par sa simple acceptation tous ceux qui l'avaient humiliée, avait été plus fort. « Avec plaisir, monsieur Lavergne », avait-elle répondu en prenant le bras qu'il lui offrait. Ils avaient quitté le salon sous les murmures scandalisés, et Marguerite avait senti pour la première fois depuis des années quelque chose qui ressemblait à de la liberté. Sur la terrasse, l'air froid de janvier la saisit comme une gifle bienvenue. Elle respira profondément, savourant le contraste avec l'atmosphère étouffante du salon. Édouard Lavergne s'était éloigné de quelques pas et regardait les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Pendant un long moment, ni l'un ni l'autre ne parla. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda finalement Marguerite, la voix tremblante malgré elle. « Vous ne me connaissez pas, vous ne me devez rien. » Il se tourna vers elle, et dans la lumière blafarde des lanternes, son visage paraissait sculpté dans le marbre. « Je connais le regard de quelqu'un qui refuse de se soumettre, » répondit-il simplement. « Je l'ai vu assez souvent dans mon propre miroir. Et j'ai entendu ce que cette femme vous disait. C'était ignoble. » Marguerite sentit sa gorge se serrer. « Le monde est ignoble avec les femmes qui ne suivent pas les règles, » dit-elle amèrement. « Je suis trop vieille, trop pauvre, trop inutile. Voilà ce qu'on pense de moi. »« Alors changez les règles, » répliqua-t-il avec une intensité soudaine. « Ou mieux encore, créez-en de nouvelles. » Elle le regarda, stupéfaite. « Comment? Je n'ai ni fortune, ni position. Je suis prisonnière de ma condition. »« Vous avez quelque chose de bien plus précieux, » dit-il en s'approchant d'elle. « Vous avez l'intelligence dans les yeux, la fierté dans le port de tête, et la force de celui qui a survécu aux tempêtes. Ces qualités valent tous les titres de noblesse du monde. » Marguerite sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une émotion qu'elle ne savait pas nommer. « Vous ne me connaissez pas, » répéta-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Alors donnez-moi l'occasion de vous connaître, » dit-il simplement. « Je cherche une collaboratrice pour un projet qui me tient à cœur, une œuvre philanthropique destinée aux ouvrières de mes usines. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne leur situation, qui sache parler leur langue, tout en ayant l'éducation nécessaire pour gérer l'aspect administratif. Quelqu'un qui ne soit pas là par charité condescendante, mais par conviction réelle. » Marguerite le fixait, cherchant le piège, la moquerie cachée, mais elle ne trouva que du sérieux dans son regard. « Pourquoi moi ? Parce que vous savez ce que c'est que d'être jugé injustement. Parce que vous avez l'intelligence de voir au-delà des apparences. Et parce que... » Il marqua une pause, puis ajouta avec un sourire presque imperceptible, « parce que j'ai l'intuition que vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin. »
Le cœur de Marguerite battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Cette proposition était folle, dangereuse, totalement inappropriée. Travailler pour un homme sans chaperon constant, dans un projet qui la mettrait en contact direct avec le monde ouvrier. Sa réputation, déjà fragile, serait anéantie. Mais quelle réputation lui restait-il à protéger? N'était-elle pas déjà considérée comme une paria, une femme sans avenir, un fardeau? « J'accepte », dit-elle avant de pouvoir changer d'avis. Le sourire d'Édouard s'élargit, transformant son visage austère. « Alors, nous commencerons dès demain. Je vous enverrai ma voiture à 10 heures. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mademoiselle Delcourt. » Il s'inclina légèrement, puis se dirigea vers la porte du salon. Avant d'entrer, il se retourna une dernière fois. « Et Marguerite, ne laissez plus jamais personne vous faire sentir que vous êtes moins que ce que vous êtes. Vous valez 100 fois ces femmes qui vous jugent. » Il disparut dans le salon, laissant Marguerite seule sur la terrasse, le cœur en tumulte, l'esprit en ébullition. Elle ne savait pas encore que cette nuit changerait le cours de sa vie, que cet homme mystérieux deviendrait son allié, son ami et peut-être quelque chose de bien plus dangereux encore. Mais pour l'instant, alors qu'elle serrait ses mains glacées l'une contre l'autre, elle savait une chose avec une certitude absolue, elle ne retournerait pas dans ce salon. Elle ne supporterait plus jamais les regards condescendants, les sourires moqueurs, les conseils empoisonnés. Sa vie venait de basculer dans l'inconnu, et malgré la peur qui lui nouait le ventre, elle sentait aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle avait cru perdu à jamais. L'espoir. La voiture d'Édouard Lavergne arriva exactement à 10 heures, comme promis. C'était un landau noir élégant tiré par 2 chevaux magnifiques, et lorsque le cocher ouvrit la portière devant l'immeuble délabré de la rue de Turbigo, Marguerite sentit les rideaux des fenêtres voisines frémir de curiosité. Sa mère, qui avait passé la nuit à osciller entre l'hystérie et la réprobation, se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage blême. « C'est de la folie, Marguerite », avait-elle murmuré une dernière fois. « Si quelqu'un apprend que tu travailles pour cet homme sans chaperon approprié, ta réputation sera ruinée à jamais. » Marguerite avait regardé sa mère avec une tendresse mêlée de pitié. « Quelle réputation, maman! Celle de vieille fille inutile, celle de fardeau familial. Je préfère encore être ruinée par le scandale que de mourir lentement dans l'ombre de l'indifférence. » Elle était montée dans la voiture avant que sa mère ne puisse répondre, et le véhicule s'était éloigné dans le claquement régulier des sabots sur les pavés parisiens. Le trajet jusqu'au bureau d'Édouard Lavergne, situé près de la gare du Nord, lui permit de réfléchir à l'ampleur de sa décision. Elle qui n'était jamais sortie seule, qui n'avait jamais travaillé, qui n'avait jamais défié ouvertement les conventions, s'apprêtait à pénétrer dans un monde d'hommes, de chiffres, de décisions qui affecteraient la vie de centaines de personnes. Le bâtiment qui abritait les bureaux était impressionnant. Une façade de pierre grise ornée de sculptures représentant l'industrie et le progrès. Des hommes en habits sombres entraient et sortaient constamment, portant des dossiers, discutant à voix basse. Lorsque Marguerite descendit de voiture, elle sentit leurs regards se poser sur elle, certains curieux, d'autres franchement hostiles. Un homme jeune, aux cheveux blonds et au visage avenant, l'attendait sur les marches. « Mademoiselle Delcourt, je suis Paul Mercier, le secrétaire de Monsieur Lavergne. Il m'a chargé de vous conduire à votre bureau. » Marguerite le suivit à travers un dédale de couloirs lambrissés, croisant des regards surpris et des murmures à peine dissimulés. Paul Mercier semblait mal à l'aise, mais il gardait un sourire poli, tandis qu'il lui expliquait l'organisation des lieux. « Monsieur Lavergne a fait aménager un bureau spécialement pour vous, au 2e étage. C'est une pièce calme, avec une vue sur les jardins. Vous y serez tranquille pour travailler. » Le bureau était effectivement charmant, une grande pièce lumineuse, avec une bibliothèque remplie de livres, un secrétaire en bois précieux et plusieurs fauteuils confortables. Sur la table, une pile impressionnante de dossiers l'attendait, accompagnée d'une note de la main d'Édouard. « Voici les rapports sur les conditions de travail dans mes usines. Lisez-les attentivement, nous en discuterons cet après-midi. » Elle.
Marguerite s'installa et commença à lire. Ce qu'elle découvrit la glaça d'horreur. Les ouvrières travaillaient 12 à 14 heures par jour dans des conditions épouvantables. Les accidents étaient fréquents, les maladies pulmonaires omniprésentes, les salaires à peine suffisants pour survivre. Beaucoup étaient des jeunes filles de 15 ou 16 ans, arrachées à la campagne par la nécessité, vivant dans des taudis surpeuplés, sans espoir d'amélioration. Et pourtant, dans ces rapports froids et techniques, Marguerite percevait aussi quelque chose d'inhabituel, une honnêteté brutale qui ne cherchait pas à embellir la réalité. Édouard Lavergne ne se voilait pas la face. Il savait exactement ce qui se passait dans ces usines, et il semblait déterminé à y remédier. L'après-midi, il vint la chercher personnellement. Il portait un costume de travail plus simple que son habit de soirée, mais il avait toujours cette présence magnétique qui faisait se retourner les têtes sur son passage. « Alors ?» demanda-t-il sans préambule. « Qu'en pensez-vous ?»« Je pense que c'est monstrueux », répondit Marguerite sans détour. « Ces femmes sont traitées comme du bétail. Elles n'ont aucune protection. Aucun recours, aucun espoir. »« Exactement, » dit-il avec une satisfaction évidente. « Et c'est précisément pour cela que j'ai besoin de vous. Je veux créer un système de protection sociale pour mes ouvrières, une crèche pour les enfants, un dispensaire médical, des logements décents et surtout une éducation qui leur permettra d'échapper à cette condition. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne leurs besoins réels, pas ce que les hommes imaginent qu'ils sont. » Marguerite sentit l'excitation monter en elle malgré son scepticisme. « Pourquoi faites-vous cela? Par philanthropie? Par culpabilité ?» Édouard la regarda droit dans les yeux. « Par intérêt bien compris, une ouvrière en bonne santé, éduquée, logée décemment et plus productive. Elle reste plus longtemps à son poste. Elle fait moins d'erreurs. Mais surtout... » Il marqua une pause, comme s'il hésitait à révéler quelque chose de personnel. « Ma mère était ouvrière dans une filature. Elle est morte à 32 ans d'une maladie pulmonaire. J'avais 10 ans. Je n'ai jamais oublié. » Le silence qui suivit cette révélation fut chargé d'émotion. Marguerite comprit soudain que cet homme, malgré sa fortune et son pouvoir, portait en lui les cicatrices d'une enfance marquée par la pauvreté et l'injustice. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Ne le soyez pas, » répondit-il brusquement. « Cette expérience m'a fait ce que je suis. Elle m'a appris que rien n'est acquis, que tout peut basculer en un instant, et que la seule chose qui compte vraiment, c'est ce qu'on laisse derrière soi. » Ils parlèrent pendant des heures, élaborant les grandes lignes du projet. Marguerite fut surprise de constater à quel point leurs esprits fonctionnaient en harmonie. Là où elle voyait les problèmes pratiques, lui voyait les solutions techniques. Là où il pensait en termes de coûts et de bénéfices, elle pensait en termes humains. Ensemble, ils formaient une équipe redoutable. Mais ce qui troublait le plus Marguerite, c'était l'intensité du regard d'Édouard lorsqu'il posait sur elle. Ce n'était pas le regard d'un employeur pour sa collaboratrice. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Et elle sentait, avec un mélange de terreur et d'exaltation, qu'elle commençait à répondre à ce regard. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Marguerite visitait les usines, parlait aux ouvrières, notait leurs besoins et leurs craintes. Elle découvrait un monde qu'elle n'avait jamais soupçonné, un monde de courage silencieux et de dignité farouche, malgré la misère. Ces femmes qui se levaient avant l'aube, qui travaillaient jusqu'à l'épuisement, qui rentraient chez elles pour s'occuper de leurs enfants et de leurs vieux parents, ces femmes avaient une force que les dames de la haute société ne connaîtraient jamais. Et peu à peu, Marguerite sentait quelque chose changer en elle. Elle n'était plus la femme timide et résignée qui acceptait les humiliations en silence. Elle devenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait un but. Édouard, de son côté, semblait fasciné par sa transformation. Il trouvait toutes les excuses pour passer du temps avec elle, prolongeait leurs réunions bien au-delà du nécessaire, l'invitait à dîner dans de petits restaurants discrets où ils pouvaient parler librement. Les barrières sociales qui auraient dû les séparer semblaient fondre comme neige au soleil. Un soir, alors qu'il revenait d'une visite à l'usine de Saint-Denis, la pluie se mit à tomber brutalement.
Édouard fit arrêter la voiture sous un porche et ils se retrouvèrent seuls, dans l'intimité forcée de l'espace confiné, le bruit de la pluie martelant le toit comme un tambour insistant. « Marguerite, dit-il soudain, sa voix à peine audible par-dessus le fracas de l'orage, je dois vous dire quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant. Dans la pénombre, son visage était à peine visible, mais elle sentait l'intensité de son regard. « Quand je vous ai vu ce soir chez les Beaumont, subissant cette humiliation avec tant de dignité, j'ai su que vous étiez différente. Mais je ne savais pas à quel point travailler avec vous ces dernières semaines a été transformateur. Vous me faites voir le monde d'une manière que je n'avais jamais envisagée. Vous me rendez meilleur. » Marguerite sentit sa gorge se serrer. « Édouard, nous ne pouvons pas. »« Je sais, » l'interrompit-il. « Je sais tous les obstacles. Je sais ce que la société dira. Mais pour la première fois de ma vie, je me fiche de ce que pense la société. Je me fiche des conventions, des règles, des qu'en dira-t-on. Tout ce qui compte, c'est ce que je ressens quand je suis près de vous. » Il prit sa main, et Marguerite ne la retira pas. Elle savait qu'elle franchissait une ligne invisible, qu'elle s'engageait sur un chemin dangereux dont elle ne connaissait pas l'issue. Mais la chaleur de sa main dans la sienne, la proximité de son corps, l'émotion brute dans sa voix, tout cela balayait ses doutes. « Moi aussi, » murmura-t-elle enfin. « Moi aussi je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. » Édouard porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser d'une tendresse infinie. « Alors nous trouverons un moyen. Je vous le promets, je ne laisserai personne nous séparer. » Mais ni l'un ni l'autre ne savaient que, à ce moment précis, dans l'ombre d'un porche voisin, quelqu'un les observait. Quelqu'un qui avait des raisons de haïr Édouard Lavergne et qui venait de trouver l'arme parfaite pour le détruire. Auguste Ferrand, l'associé évincé d'Édouard des années auparavant, celui qui lui reprochait amèrement sa réussite, celui qui avait juré de se venger, souriait dans l'obscurité. Cette femme, cette Marguerite Delcourt dont tout Paris commençait à murmurer le nom avec un mélange de curiosité et de scandale, serait sa vengeance. Et il savait exactement comment s'y prendre. Le printemps s'installait sur Paris avec une douceur trompeuse. Les marronniers du boulevard Haussmann se couvraient de fleurs blanches. Les terrasses des cafés se remplissaient de flâneurs, et dans le bureau lumineux de Marguerite, les plans du projet philanthropique prenaient forme avec une rapidité qui les surprenait eux-mêmes. La crèche ouvrirait ses portes en juin, le dispensaire médical était déjà opérationnel, et les premiers logements ouvriers commençaient à sortir de terre près de l'usine de Saint-Denis. Les ouvrières, d'abord méfiantes devant ces changements trop beaux pour être vrais, commençaient à croire que leur vie pouvait réellement s'améliorer. Marguerite recevait chaque jour des lettres de remerciement qui la faisaient pleurer d'émotion. Mais le bonheur a un prix, et Marguerite allait bientôt découvrir combien il pouvait être élevé. Les rumeurs avaient commencé doucement, comme un murmure à peine audible dans les salons parisiens. On parlait de cette vieille fille, Marguerite Delcourt, qui travaillait pour Édouard Lavergne dans des conditions tout à fait inappropriées. On s'étonnait qu'un homme de sa position engage une femme sans fortune ni relation pour un projet aussi important. On se demandait, avec des sourires entendus, quelle pouvait bien être la nature exacte de leur relation. Marguerite avait d'abord ignoré ses ragots. Elle était trop occupée, trop heureuse, trop absorbée par son travail et par les moments volés avec Édouard, pour se soucier de ce que pensaient des gens qu'elle méprisait. Mais les rumeurs, comme les mauvaises herbes, ont une tendance naturelle à se propager. Un matin d'avril, Paul Mercier entra dans son bureau avec un visage si sombre qu'elle comprit immédiatement qu'un malheur était arrivé. « Mademoiselle Delcourt, » dit-il d'une voix mal assurée, « je suis désolé de vous déranger, mais il y a un article dans le Figaro, un article très déplaisant. » Marguerite prit le journal qu'il lui tendait avec des mains tremblantes. L'article, signé par un certain Lucien Vernet, qu'elle ne connaissait pas, était intitulé « Les mœurs douteuses dans l'Empire de l'acier ». Elle lut avec une horreur croissante.
Il semblerait que M. Édouard Lavergne, le magnate de l'industrie dont on vante la philanthropie, ait trouvé une manière fort personnelle de s'occuper du bien-être de ses ouvrières. On apprend que celui-ci a engagé une certaine mademoiselle D, femme sans position sociale, ni compétences particulières, pour gérer ses œuvres charitables. Cette nomination pour le moins surprenante soulève des questions sur la véritable nature de cette collaboration. Les mauvaises langues murmurent que la jeune femme, qui a largement dépassé l'âge du mariage, aurait trouvé dans la générosité de son employeur une compensation à son échec sur le marché matrimonial. On se demande si les longues heures passées ensemble dans les bureaux, les dîners en tête-à-tête dans des restaurants discrets et les trajets en voiture sans chaperon ne cacheraient pas une liaison qui ferait scandale si elle était confirmée. L'article continuait sur ce ton pendant 2 colonnes entières, distillant son poison avec une habileté diabolique. Il ne disait rien de directement accusateur, mais suggérait tout. Il ne prouvait rien, mais laissait entendre l'évidence du scandale. Marguerite reposa le journal, les mains tremblantes. Qui a écrit cela, et comment ose-t-il? Lucien Vernet est le pseudonyme d'Auguste Ferrand, dit une voix grave derrière elle. Édouard venait d'entrer dans le bureau, le visage fermé, les mâchoires serrées. Mon ancien associé, celui que j'ai dû écarter il y a 5 ans, lorsque j'ai découvert qu'il détournait des fonds de l'entreprise. Il m'a juré de se venger. Apparemment, il a trouvé le moyen. Marguerite se leva, luttant contre les larmes qui menacèrent de déborder. « C'est ma faute. J'aurais dû être plus prudente, plus discrète. » « Non !» coupa Édouard avec une violence contenue. « C'est ma faute. J'aurais dû prévoir qu'il ferait quelque chose comme ça. J'aurais dû vous protéger. » Il s'approcha d'elle, et malgré la présence de Paul Mercier, qui détournait poliment les yeux, il prit ses mains dans les siennes. « Marguerite, écoutez-moi. Cet article n'est que le début. Ferrand ne s'arrêtera pas là. Il va monter la société contre nous, utiliser tous les préjugés, toutes les conventions pour nous détruire. Et je ne peux pas vous demander de subir cela pour moi. » Marguerite leva vers lui un regard où brillait une détermination farouche. « Vous ne me demandez rien. Je choisis de rester, je choisis de me battre. Ces ouvrières ont besoin de ce projet, et je ne les abandonnerai pas parce qu'un homme aigri cherche à se venger. » Édouard la regarda avec une admiration mêlée de désespoir. « Vous ne comprenez pas. Ils vont vous crucifier, votre réputation sera anéantie, votre famille sera ostracisée, vous ne trouverez plus jamais de position respectable. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? » « Oui, » répondit-elle simplement, « parce que pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose qui a du sens. Pour la première fois, je ne suis pas juste une bouche inutile à nourrir, un fardeau pour ma famille. Je suis quelqu'un qui compte, quelqu'un qui peut faire une différence, et je ne renoncerai pas à cela, quoi qu'il arrive. » Dans les jours qui suivirent, l'article fit l'effet d'une bombe dans le tout Paris. D'autres journaux reprirent l'histoire, certains avec encore plus de venin que le Figaro. Des caricatures parurent, montrant Édouard en prédateur et Marguerite en femme perdue. Les salons bruissaient de commentaires scandaleux. La famille de Marguerite reçut des lettres anonymes l'exhortant à faire cesser cette honte. Sa mère tomba malade de l'humiliation. Son père, sortant de sa torpeur habituelle, tenta de la forcer à démissionner, menaçant de la déshériter si elle persistait. Les cousins qui les soutenaient financièrement coupèrent les ponts, horrifiés par le scandale. Mais le pire vint des ouvrières elles-mêmes. Auguste Ferrand, calculateur et méthodique, avait répandu des rumeurs dans les usines. Il murmurait que Marguerite n'était qu'une aventurière qui profitait de la générosité d'Édouard pour son propre bénéfice, que tout ce projet philanthropique n'était qu'une façade pour couvrir leur liaison scandaleuse, que bientôt, quand le scandale éclaterait vraiment, tout serait abandonné et elle se retrouverait dans une situation pire qu'avant. Certaines ouvrières, les plus méfiantes, celles qui avaient été trop souvent trahies par des promesses non tenues, commencèrent à croire ces mensonges. Un mouvement de grève s'organisa, mené par une femme amère nommée Louise Marais, qui avait perdu son mari dans un accident d'usine et qui voyait dans ce scandale la preuve que les riches se moquaient des pauvres.
Un après-midi de mai, Marguerite se rendit à l'usine de Saint-Denis pour parler aux ouvrières. Elle avait demandé à Édouard de la laisser y aller seule, sentant que sa présence ne ferait qu'envenimer les choses. Devant le portail, une foule de femmes l'attendait, les visages fermés, les bras croisés. Louise Maret s'avança, le menton levé avec défi. « Alors, mademoiselle la dame de compagnie du patron, vous venez nous expliquer que les ragots ne sont pas vrais ? Que vous êtes là par pure bonté d'âme ?» Marguerite sentit tous les regards peser sur elle, chargés de méfiance et de colère. Elle prit une profonde inspiration. « Je suis venue vous dire la vérité. Oui, j'ai des sentiments pour monsieur Lavergne. Oui, nous passons beaucoup de temps ensemble, mais notre relation n'a rien à voir avec ce projet. Ce projet existe parce que nous croyons tous les deux qu'il est possible de créer une industrie où les travailleurs sont traités avec dignité. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de juger par les faits. La crèche existe, le dispensaire existe, les logements sont en construction. Tout cela est réel. Et quand le scandale deviendra trop grand, quand monsieur Lavergne sera forcé de choisir entre sa réputation et nous, que croyez-vous qu'il fera ? Cracha Louise. Il abandonnera tout, et nous nous retrouverons avec rien, comme toujours. Non, dit une voix calme, mais ferme. Édouard venait d'arriver, accompagné d'un homme en habit noir que Marguerite ne connaissait pas. Parce que je viens de faire quelque chose qui rendra impossible tout retour en arrière. Il s'avança vers Marguerite et prit sa main devant toutes les ouvrières assemblées. « Mesdames, je vous présente Maître Bertrand, mon notaire. Je viens de signer un document qui transfère la propriété de tous les bâtiments du projet philanthropique à une fondation indépendante. Cette fondation sera gérée par un conseil d'administration dont mademoiselle Delcourt sera la présidente à vie. Quoi qu'il arrive à notre relation, le projet continuera. Je renonce à tout contrôle sur lui. Il vous appartient désormais. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Louise Maret elle-même semblait déstabilisée. « Pourquoi feriez-vous une chose pareille ?» Édouard regarda Marguerite avec une intensité qui fit battre son cœur plus fort. « Parce que certaines choses valent plus que l'argent ou le pouvoir. Parce que j'ai appris qu'on ne construit rien de durable sur le sable de l'intérêt personnel. Et parce que cette femme m'a montré que le vrai courage, c'est de faire ce qui est juste même quand le monde entier vous traite de fou. » Il se tourna vers les ouvrières. « Je ne vous demande pas de m'aimer, je ne vous demande même pas de me respecter. Je vous demande juste de donner une chance à ce projet, de le juger sur ses résultats, pas sur les ragots d'un homme qui cherche à se venger. » Lentement, très lentement, Louise Maret hocha la tête. « D'accord. Nous verrons. Mais si vous nous trahissez, si tout cela s'avère être un mensonge, nous ne vous le pardonnerons jamais. » « C'est juste, » répondit Édouard simplement. Les ouvrières se dispersèrent peu à peu, encore méfiantes mais moins hostiles. Marguerite et Édouard restèrent seuls dans la cour désertée de l'usine, main dans la main, conscients qu'ils venaient de franchir un point de non-retour. « Vous avez renoncé à tout contrôle sur votre propre projet, » murmura Marguerite. « Pourquoi ? » ?»« Pour vous montrer que je ne plaisantais pas, » répondit-il. « Pour prouver que ce qui compte pour moi, c'est le projet lui-même, pas le pouvoir qu'il me donne, et surtout. » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Pour que vous sachiez que quand je vous dis que je vous aime, ce ne sont pas des mots en l'air. » Marguerite sentit les larmes couler sur ses joues. Personne ne lui avait jamais rien donné. Personne ne lui avait jamais rien sacrifié. Et voilà qu'un homme, l'homme le plus puissant qu'elle connaisse, renonçait à son contrôle sur un projet qui lui tenait à cœur juste pour lui prouver sa sincérité. « Je vous aime aussi, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je vous aime d'une manière qui me terrifie. » Il l'attira contre lui, et là, dans la cour désertée d'une usine, sous le ciel gris de Paris, ils s'embrassèrent pour la première fois. C'était un baiser chaste, presque timide, mais chargé d'une émotion si intense qu'il sembla illuminer le monde autour d'eux. Ils ne savaient pas que, de l'autre côté de la rue, Auguste Ferrand les observait avec un sourire mauvais. Il tenait sa preuve. Il tenait son scandale. Et demain,
Tout Paris saurait qu'Édouard Lavergne et Marguerite Delcourt étaient amants. La guerre ne faisait que commencer. L'article parut le lendemain matin en première page du Gil Blas, accompagné d'une gravure montrant deux silhouettes s'embrassant dans ce qui était clairement identifiable comme la cour de l'usine de Saint-Denis. Le titre hurlait « Le magnate et sa maîtresse, quand la philanthropie cache la débauche ». Cette fois, ce n'était plus des insinuations, c'était des accusations directes, avec des témoignages prétendument recueillis auprès d'employés qui affirmaient avoir vu le couple dans des situations compromettantes. Auguste Ferrand avait payé des gens pour mentir, fabriquer des preuves, manipuler les faits avec une habileté diabolique. L'effet fut immédiat et dévastateur. Les clients d'Édouard commencèrent à annuler leurs contrats, horrifiés par le scandale. Les banquiers, ces hommes si prompts à prêter quand tout va bien, refusèrent soudain de refinancer ses emprunts. Les actionnaires de ces sociétés exigèrent sa démission. En l'espace de 48 heures, l'empire qu'il avait mis 20 ans à construire vacillait sur ses fondations. Pour Marguerite, ce fut pire encore. Sa famille la renia publiquement. Son père fit publier dans Le Temps une annonce déclarant qu'elle n'était plus sa fille et qu'il désavouait tous ses actes. Sa mère, brisée par la honte, s'enferma dans leur appartement et refusa de voir quiconque. Les quelques amis qui lui restaient se détournèrent d'elle, terrorisés à l'idée d'être associés à son scandale. Elle reçut des lettres anonymes d'une violence inouïe. On la traitait de putain, de dévergondée, de honte pour son sexe. On lui promettait l'enfer pour avoir souillé l'honneur d'une famille respectable. Certaines lettres allaient jusqu'à contenir des menaces de mort. Un matin, alors qu'elle se rendait à son bureau, une foule hostile l'attendait devant l'immeuble. Des femmes, pour la plupart, qui criaient des insultes et lui lançaient des projectiles. « Honte à toi !» hurlait l'une d'elles. « Tu déshonores toutes les femmes honnêtes !» Une pierre manqua de peu sa tempe, et elle dut se réfugier dans un café voisin, tremblante et en larmes. Paul Mercier vint la chercher et la raccompagna chez elle par des rues détournées. « Mademoiselle, dit-il avec tristesse, vous devriez peut-être quitter Paris pendant quelque temps. Laissez le scandale retomber, c'est devenu trop dangereux. » Mais Marguerite, malgré sa peur et son désespoir, secoua la tête. « Non, si je fuis maintenant, je leur donne raison. Je leur prouve que j'ai quelque chose à me reprocher. Je resterai et j'affronterai leurs accusations. » Le soir même, Édouard vint la voir dans le petit appartement qu'elle avait loué après que sa famille l'eut chassé. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, les cheveux en désordre. « Marguerite, dit-il d'une voix rauque, nous devons parler. » Elle le fit asseoir et lui servit un verre de cognac qu'il but d'un trait. « Mon empire s'effondre, dit-il sans préambule. Mes actionnaires veulent ma tête, mes banquiers exigent le remboursement immédiat de mes dettes. Mes clients fuient comme des rats quittant un navire en train de couler. Si je ne trouve pas une solution dans les 2 semaines, je serai ruiné. » Marguerite sentit son cœur se serrer. « Et vous êtes venu me dire que nous devons nous séparer, que c'est la seule solution. » Il leva vers elle des yeux remplis de douleur. « Non, je suis venu vous dire que la seule solution, c'est de nous marier. » Le silence qui suivit cette déclaration fut si dense qu'on n'aurait pu le toucher. Marguerite le regardait, incrédule, cherchant dans son visage un signe qu'il plaisantait. Mais il était sérieux, terriblement sérieux. « Si nous nous marions, continua-t-il, le scandale se transforme. Nous ne sommes plus des amants illégitimes, mais un couple qui a défié les conventions par amour. C'est romantique plutôt que sordide. Mes actionnaires ne pourront plus m'attaquer sur ma moralité puisque je fais ce qui est juste. Et vous ?» Il prit ses mains dans les siennes. « Vous aurez ma protection, mon nom, ma fortune. Plus personne n'osera vous insulter ou vous menacer. » Marguerite retira doucement ses mains. « C'est de la folie. Vous m'épousez par nécessité, pas par amour. Pour sauver votre empire, pas parce que vous le souhaitez vraiment. Comment pouvez-vous dire cela ?» s'exclama-t-il avec violence. « Je vous ai dit que je vous aimais. J'ai renoncé au contrôle de mon projet pour vous le prouver. Je suis prêt à affronter le monde entier pour vous. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je veux que vous m'épousiez parce que vous ne pouvez pas imaginer vivre sans moi, pas parce que c'est stratégiquement avantageux, répondit-elle, les larmes aux yeux.
Je ne veux pas être une solution à vos problèmes. Je veux être votre choix, librement consenti, sans contrainte extérieure. Édouard se leva, les poings serrés, le visage tordu par la frustration. Très bien. Alors, laissez-moi vous poser une question. Si je n'avais pas d'empire à sauver, si je n'étais qu'un homme ordinaire, sans fortune, ni position, est-ce que vous accepteriez de m'épouser? Oui, répondit-elle sans hésitation, sans l'ombre d'un doute. Alors, épousez-moi, dit-il en tombant à genoux devant elle. Épousez-moi parce que je vous aime plus que tout au monde. Épousez-moi parce que vous êtes la seule personne qui me voit vraiment, qui voit au-delà de ma fortune et de mon pouvoir. Épousez-moi parce que je ne veux pas passer le reste de ma vie sans vous. Et si mon empire survit grâce à ce mariage, tant mieux. Mais même s'il s'effondre, même si je perds tout, je veux vous avoir à mes côtés. Marguerite le regardait, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle voyait dans ses yeux une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant, une vérité si pure qu'elle ne pouvait pas la nier. « Oui, » murmura-t-elle enfin, « oui, je vous épouserai. » Il se releva d'un bond et la prit dans ses bras avec une force qui lui coupa le souffle. « Nous nous marierons demain, » dit-il avec une détermination farouche. « Nous ne donnerons pas à Ferrand le temps de trouver un nouveau moyen de nous détruire. Nous nous marierons discrètement, avec juste les témoins nécessaires, et ensuite nous affronterons le monde ensemble. » Cette nuit-là, Marguerite dormit à peine. Elle pensait à tout ce qui s'était passé depuis ce soir, chez les Beaumont, où Édouard était entré dans sa vie comme un ouragan. Elle pensait à la femme qu'elle avait été, timide, résignée, convaincue que sa vie était déjà jouée. Et elle pensait à la femme qu'elle était devenue, courageuse, déterminée, prête à affronter n'importe quel obstacle. Le mariage eut lieu le lendemain après-midi dans une petite église de Montmartre, loin des regards indiscrets. Paul Mercier est la fidèle servante de Marguerite, la seule personne de sa vie passée qui ne l'avait pas abandonnée, servait de témoin. Le prêtre, un vieil homme au regard bienveillant qui avait connu la mère d'Édouard, accepta de les marier malgré le scandale, touché par leur amour évident. Marguerite portait une robe simple en soie ivoire, sans ornement superflu. Édouard était en habit noir, les cheveux soigneusement coiffés, mais les yeux rouges de fatigue et d'émotion. Quand il prononça ses vœux, sa voix se brisa, et Marguerite dut serrer sa main fort pour lui donner la force de continuer. « Je jure de t'aimer, de te protéger, de te chérir tous les jours de ma vie, » dit-il. « Je jure que ta dignité sera ma priorité, ton bonheur mon but, ton amour ma récompense. Je jure que je ne te décevrai jamais, quoi qu'il arrive. » Les vœux de Marguerite furent tout aussi émouvants. « Je jure de te soutenir dans les tempêtes, comme dans le calme. Je jure d'être ta partenaire, ton égal, ton allié. Je jure que notre amour sera plus fort que toutes les conventions, tous les scandales, toutes les haines du monde. » Quand le prêtre les déclara mari et femme, Édouard l'embrassa avec une tendresse infinie, et Marguerite sentit pour la première fois depuis des semaines que tout irait bien, que peu importait ce que le monde pensait, tant qu'ils étaient ensemble. Mais leur bonheur fut de courte durée. En sortant de l'église, ils trouvèrent une foule énorme qui les attendait. Auguste Ferrand, informé par on ne sait quelle source, avait mobilisé ses sbires et répandu la nouvelle du mariage. Des journalistes criaient des questions, des curieux se pressaient pour voir le couple scandaleux. Et au premier rang, le visage triomphant, Auguste Ferrand lui-même. « Alors, Lavergne !» cria-t-il d'une voix forte pour être entendu de tous, « tu as fini par faire ce qui était juste, ou plutôt ce qui était nécessaire pour sauver tes affaires. Combien de temps avant que tu ne te lasses de cette femme et que tu ne cherches une nouvelle aventure ?» Édouard s'avança vers lui, le visage dur comme la pierre. « Ferrand, tu as passé 5 ans à chercher à me détruire. Tu as menti, manipulé, calomnié, tu as fait souffrir une femme innocente, juste pour assouvir ta soif de vengeance. Mais tu as échoué. Nous sommes mariés, et rien de ce que tu feras ne pourra changer cela. » Auguste Ferrand sourit, un sourire mauvais qui glaça le sang de Marguerite. « Oh, mais je n'ai pas encore joué ma dernière carte. Tu crois que le mariage règle tout. Attends de voir ce que j'ai préparé.
Avant la fin de la semaine, ton empire sera en ruine, ta femme sera la risée de Paris, et tu te retrouveras exactement où tu étais quand tu as commencé, dans la boue. Il tourna les talons et disparut dans la foule, laissant derrière lui une menace qui planait dans l'air comme un orage imminent. Édouard serra la main de Marguerite. « Nous devons rentrer, nous devons préparer notre défense. » Mais Marguerite, regardant la foule qui les entourait, eut soudain une intuition. « Non !» dit-elle fermement, « nous devons attaquer. Ferrand s'attend à ce que nous nous cachions, à ce que nous nous défendions. Faisons exactement le contraire. » Elle se tourna vers les journalistes présents et éleva la voix. « Messieurs de la presse, vous voulez une histoire? Je vais vous en donner une. Monsieur Auguste Ferrand a passé 5 ans à détruire la réputation de mon mari parce qu'il ne supportait pas d'avoir été surpris en flagrant délit de détournement de fonds. Il a menti, fabriqué des preuves, payé des témoins pour inventer des scandales. Mais la vérité, c'est que nous nous aimons. La vérité, c'est que notre projet philanthropique a déjà changé la vie de centaines de femmes. La vérité, c'est que nous ne nous cacherons pas et que nous ne nous excuserons pas d'avoir défié les conventions pour suivre notre cœur. » Un murmure parcourut la foule. Certains journalistes griffonnaient furieusement dans leurs carnets. D'autres la regardaient avec une admiration mal déguisée. Une femme, au fond, applaudit timidement, bientôt suivie par d'autres. Édouard la regarda avec un mélange d'amour et d'admiration. « Tu es extraordinaire », murmura-t-il. « Non », répondit-elle avec un sourire. « Je suis juste une femme qui refuse de se soumettre. » Main dans la main, ils traversèrent la foule et montèrent dans la voiture qui les attendait. Derrière eux, les applaudissements grandissaient, couvrant peu à peu les cris hostiles. La bataille n'était pas terminée, mais pour la première fois, ils avaient l'impression de pouvoir la gagner. Les jours qui suivirent le mariage furent un tourbillon chaotique d'événements qui auraient pu briser des âmes moins fortes. Auguste Ferrand, sentant que son emprise sur le scandale lui échappait, doubla ses efforts. Il publia une série d'articles encore plus venimeux, accusant Édouard d'avoir utilisé les fonds de l'entreprise pour financer sa liaison avec Marguerite. Il produisit de faux documents comptables, subornait des employés pour témoigner contre leur patron, et orchestra une campagne de diffamation d'une ampleur jamais vue. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Les ouvrières, celles-là même qui avaient douté de Marguerite quelques semaines auparavant, se dressèrent en sa défense. Louise Marais, la meneuse de la grève avortée, organisa une manifestation devant les bureaux des journaux qui publiaient les articles de Ferrand. Des centaines de femmes défilèrent avec des pancartes proclamant « Nous sommes les preuves vivantes de leur honnêteté » et « La vraie honte, c'est de mentir pour détruire ». Cette mobilisation inattendue changea la donne. Les journaux qui avaient d'abord suivi aveuglément les accusations de Ferrand commencèrent à enquêter plus sérieusement. Un jeune reporter du Matin, Henri Duval, décida de vérifier les documents comptables que Ferrand avait fournis. Ce qu'il découvrit le stupéfia, c'étaient des faux grossiers, facilement détectables pour quiconque prenait la peine de les examiner attentivement. Il publia son enquête sous le titre « Le vrai scandale, comment Auguste Ferrand a fabriqué un mensonge ». L'article démolissait méthodiquement chaque accusation, montrait les incohérences dans les témoignages, révélait les paiements que Ferrand avait effectués à des témoins, et révélait même que certains des soi-disant employés d'Édouard n'avaient jamais travaillé pour lui. L'effet fut dévastateur pour Ferrand. Du jour au lendemain, il passa du statut de dénonciateur courageux à celui de manipulateur malveillant. D'autres journaux reprirent l'enquête et bientôt toute la presse parisienne se déchaîna contre lui. On découvrit qu'il avait été impliqué dans d'autres scandales par le passé, qu'il devait des sommes considérables à divers créanciers, qu'il avait ruiné plusieurs familles avec des investissements frauduleux. Une semaine après la publication de l'enquête d'Henri Duval, Auguste Ferrand fut arrêté pour diffamation, faux et usage de faux, et tentative d'extorsion. On le traîna hors de son appartement meublé, les mains menottées, sous les regards hostiles de la foule qui, quelques semaines plus tôt,
l'aurait acclamé comme un héros. Édouard et Marguerite assistèrent à son arrestation depuis la fenêtre du bureau, sans triomphalisme, juste avec un immense soulagement. « C'est fini », murmura Marguerite, en posant sa tête sur l'épaule de son mari. « Non », répondit Édouard en l'enlaçant tendrement. « C'est juste le début. » Il avait raison. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les clients qui avaient fui revinrent, souvent avec des excuses embarrassées. Les banquiers, réalisant qu'ils avaient failli détruire l'une des entreprises les plus solides de France à cause de ragots non vérifiés, se montrèrent soudain incroyablement accommodants. Les actionnaires qui avaient exigé sa démission lui présentèrent leurs plus plates excuses. Mais ce qui toucha le plus Édouard et Marguerite, ce fut la réaction du public. Des lettres arrivaient par centaines, de femmes surtout, les félicitant pour leur courage, les remerciant d'avoir montré qu'il était possible de défier les conventions et de survivre. Certaines racontaient leurs propres histoires de mariages forcés, d'amours impossibles, de vies gâchées par la peur du scandale. Ces lettres, Marguerite les conserva toutes, profondément émue par cette solidarité inattendue. Le projet philanthropique, loin d'être ralenti par le scandale, elle connut un essor fulgurant. D'autres industriels, inspirés par l'exemple d'Édouard, commencèrent à mettre en place des systèmes similaires dans leurs propres usines. Le modèle créé par Marguerite devint une référence, étudié et copié dans toute la France et même au-delà. Un après-midi d'été, 6 mois après leur mariage, Marguerite se rendit à la crèche nouvellement ouverte. C'était un bâtiment lumineux et aéré, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer le soleil, des salles de jeux colorées, et surtout des éducatrices formées qui traitaient les enfants avec douceur et respect. Les ouvrières pouvaient désormais travailler l'esprit tranquille, sachant que leurs petits étaient en sécurité et bien traités. Louise Marais, et qui avait été nommée directrice adjointe de la fondation, vint à sa rencontre avec un sourire. « Madame Lavergne », dit-elle avec une chaleur qui contrastait étrangement avec son hostilité passée. « Venez voir quelque chose. » Elle la conduisit dans une salle où une trentaine de jeunes femmes étaient assises, écoutant attentivement une professeure qui leur enseignait à lire et à écrire. C'était l'école du soir, un projet que Marguerite avait lancé pour donner aux ouvrières une chance d'améliorer leurs conditions. Certaines de ces femmes ont 40 ans et apprennent à lire pour la première fois de leur vie, murmura Louise, les yeux brillants d'émotion. Grâce à vous, elles ont une chance de devenir autre chose que des bêtes de somme. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela signifie pour nous. Marguerite sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est vous qui faites le travail réel, Louise. Moi, je ne fais qu'organiser. Non, répliqua Louise fermement. Vous avez fait quelque chose de bien plus important. Vous nous avez montré qu'une femme pouvait se battre et gagner. Vous avez défié tout Paris, survécu au scandale, et transformé votre histoire en quelque chose de beau. Vous êtes un exemple pour nous toutes. Ce soir-là, quand Marguerite rentra dans leur nouvelle maison, un hôtel particulier magnifique près du parc Monceau qu'Édouard avait acheté pour eux, elle trouva son mari dans son bureau, penché sur des plans. Il leva les yeux à son arrivée et sourit. Ce sourire qui la faisait encore frissonner après 6 mois de mariage. « Tu as eu une bonne journée ?» demanda-t-il en se levant pour l'embrasser. « Une journée extraordinaire », répondit-elle en se blottissant contre lui. « J'ai vu l'école du soir. Les femmes sont si enthousiastes, si désireuses d'apprendre. C'est bouleversant. »« Tu es heureuse », constata-t-il, et ce n'était pas une question. « Plus heureuse que je n'aurais jamais imaginé possible, » admit-elle. « Parfois je me réveille le matin et je me demande si tout cela n'est pas un rêve, si je ne vais pas me retrouver à nouveau dans ce salon chez les Beaumont, écoutant leurs insultes déguisées en politesse. » Édouard la serra plus fort contre lui. « Ce n'est pas un rêve, c'est notre vie, une vie que nous avons construite ensemble, contre vents et marées, grâce à toi, » murmura-t-elle, « si tu n'avais pas eu le courage de défier les conventions ce soir-là. Si tu n'avais pas eu le courage d'accepter, » l'interrompit-il. « Le courage,
C'est toi qui l'as eu, Marguerite. Moi, j'ai juste eu la chance de reconnaître quelque chose d'exceptionnel quand je l'ai vu. » Ils restèrent ainsi, enlacés pendant un long moment, savourant la paix durement gagnée. Puis Marguerite se dégagea doucement et regarda les plans sur le bureau. « Qu'est-ce que c'est ?»« Le prochain projet, » répondit-il avec un sourire malicieux. « Je me disais que si nous avions réussi avec les ouvrières, nous pourrions peut-être essayer avec les ouvriers. Créer des écoles techniques, des bibliothèques, des dispensaires, transformer l'ensemble de l'industrie française. » Marguerite le regarda avec admiration. « Tu ne t'arrêtes jamais, n'est-ce pas ?»« Pas tant que tu es à mes côtés, » répondit-il simplement. « Tu m'as appris que le vrai succès n'est pas dans l'accumulation de richesses, mais dans ce qu'on fait avec elles. Tu m'as montré qu'on peut être puissant et bon, riche et généreux. Tu as changé ma vie, Marguerite, et toi la mienne. » murmura-t-elle. « Tu m'as sauvé de l'invisibilité. Tu m'as donné un but, une raison d'être. Tu m'as aimé alors que personne d'autre ne le faisait. » Ils s'embrassèrent, un baiser long et tendre qui scella une fois de plus leur engagement mutuel. Puis ils retournèrent au plan, côte à côte, égaux et partenaires, imaginant ensemble le prochain défi qu'ils allèrent relever. Le lendemain, Marguerite reçut une visite inattendue. Sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis le mariage, se présenta à la porte de l'hôtel particulier. Elle avait vieilli de 10 ans en 6 mois, le visage creusé par le chagrin, les mains tremblantes. Marguerite hésita un instant, puis la fit entrer dans le salon. « Je suis venue te demander pardon, » dit sa mère d'une voix brisée. « J'ai été lâche. J'ai choisi les conventions plutôt que ma propre fille. Je t'ai abandonnée au moment où tu avais le plus besoin de moi. » Marguerite sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé ?»« Tout, » répondit sa mère en pleurant. « Quand j'ai vu comment tu avais survécu, comment tu avais transformé le scandale en triomphe, comment tu avais aidé toutes ces femmes, j'ai compris que tu avais raison et que j'avais tort. J'ai passé ma vie à me soumettre aux règles, à courber l'échine devant l'opinion publique, et qu'est-ce que cela m'a apporté? Rien. Tandis que toi, en défiant tout, tu as trouvé le bonheur. » Marguerite regarda cette femme qui l'avait mise au monde, qui avait essayé de la protéger à sa manière, mais qui n'avait jamais eu le courage de se battre. Elle sentit la colère s'évaporer, remplacée par une immense pitié. « Je te pardonne, maman, » dit-elle doucement. « Je comprends que tu as fait ce que tu pensais être le mieux, mais je ne peux pas oublier, pas encore. » Sa mère hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « C'est plus que ce que je mérite. Merci, ma chérie. » Elles parlèrent pendant 1 heure, retrouvant lentement une forme de connexion qui avait été brisée. Ce ne serait jamais plus comme avant, mais c'était un début. Et pour Marguerite, qui avait appris que les fins ne sont que des commencements déguisés, c'était suffisant. 2 ans plus tard, Marguerite donna naissance à une petite fille qu'ils nommèrent Claire, en hommage à la lumière qu'elle apportait dans leur vie. L'enfant avait les yeux gris de son père et la détermination farouche de sa mère. Dès son plus jeune âge, elle accompagnait ses parents dans leurs visites aux usines, aux écoles, aux dispensaires, apprenant par l'exemple que le privilège vient avec des responsabilités. Le projet philanthropique continua de croître et de se développer. D'autres industriels suivirent l'exemple d'Édouard, et bientôt, le modèle français de protection sociale devint une référence en Europe. Des délégations venaient de toute l'Europe pour étudier le système créé par les Lavergne, et Marguerite se retrouva à donner des conférences devant des auditoires fascinés. Auguste Ferrand, lui, finit ses jours en prison, détesté et oublié. Son nom devint synonyme de mesquinerie et de malveillance, un exemple à ne pas suivre. Parfois, Marguerite pensait à lui et se demandait si les choses auraient pu être différentes, si quelqu'un avait tendu la main à temps. Mais elle savait aussi que certaines personnes choisissent l'amertume et que rien ne peut les en détourner. Si vous aimez cette histoire de courage et d'amour qui a triomphé de tous les obstacles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Un soir d'automne, alors que Marguerite avait 40 ans et qu'Édouard en avait 48, ils se retrouvèrent sur la terrasse de leur maison,
regardant Paris s'illuminer dans le crépuscule. Leur fille dormait à l'étage, en sécurité et aimée. Leur projet avait changé la vie de milliers de personnes. Leur amour avait survécu à tous les scandales et à toutes les tempêtes. « Tu te souviens de ce soir chez les Beaumont ?» demanda Édouard, en passant son bras autour des épaules de sa femme. « Comment pourrais-je l'oublier ?» répondit Marguerite avec un sourire. « C'était le soir où ma vie a commencé. La mienne aussi, dit-il en l'embrassant sur la tempe. Tu sais ce que je regrette le plus ? Quoi donc ? De ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Nous aurions pu avoir plus de temps ensemble. » Marguerite se tourna vers lui, les yeux brillants. « Nous avons tout le temps qu'il nous faut. Et chaque jour avec toi est un cadeau que je ne tiens jamais pour acquis. » Ils restèrent ainsi, tandis que la nuit tombait sur Paris, deux âmes fortes qui avaient refusé de se soumettre, qui avaient défié le monde et gagné. Leur histoire n'était pas parfaite. Elle avait été marquée par le scandale, la douleur et les sacrifices, mais c'était leur histoire, et ils l'avaient écrite ensemble, mot après mot, choix après choix, et c'était finalement la seule chose qui comptait vraiment. 15 ans plus tard, le soleil d'été entrait à flot par les grandes fenêtres de la bibliothèque, illuminant les rangées de livres qui tapissaient les murs du sol au plafond. Marguerite, maintenant âgée de 57 ans, était assise à son bureau, répondant à la correspondance qui ne cessait jamais. Ses cheveux, autrefois d'un châtain lumineux, étaient maintenant striés de fils d'argent qu'elle portait avec fierté. Son visage portait les traces du temps, mais ses yeux gardaient cette flamme qui avait tant fasciné Édouard des années auparavant. La porte s'ouvrit et Claire entra, maintenant une jeune femme de 15 ans, belle et déterminée. Elle portait une tenue simple mais élégante, et dans ses bras une pile de dossiers. « Maman », dit-elle en posant les dossiers sur le bureau, « la nouvelle promotion de l'école technique vient de terminer. 53 jeunes femmes ont obtenu leur diplôme. 53 futures mécaniciennes, électriciennes, ingénieurs. C'est extraordinaire. » Marguerite sourit, le cœur gonflé de fierté. « Ton père aurait été si heureux de voir ça. » Édouard était mort l'année précédente, emporté par une pneumonie soudaine à l'âge de 63 ans. Sa mort avait été un coup terrible pour Marguerite, mais elle avait continué, sachant que c'était ce qu'il aurait voulu. Elle dirigeait maintenant seule la fondation, avec l'aide de Claire qui montrait déjà des talents remarquables d'organisation et de leadership. « Il est heureux », dit Claire avec la conviction absolue de la jeunesse. « Il nous voit et il est fier. » Marguerite regarda sa fille avec tendresse. Cet enfant, fruit de leur amour scandaleux, était devenue une jeune femme brillante et compatissante. Elle avait grandi en voyant ses parents travailler ensemble comme égaux, en assistant à leurs débats passionnés sur la meilleure façon d'aider les moins fortunés, en apprenant que le bonheur ne se trouvait pas dans la conformité, mais dans l'authenticité. « Tu sais, » dit Marguerite pensivement, « parfois je repense à cette Marguerite de 32 ans qui se tenait dans le salon des Beaumont, convaincue que sa vie était terminée. Si on m'avait dit alors que j'aurais tout ceci, je ne l'aurais jamais cru. » « Et pourtant, » répondit Claire en s'asseyant en face de sa mère, « tu as tout construit toi-même, avec papa, bien sûr, mais tu as été le moteur de tellement de changements. Les femmes peuvent maintenant travailler dans des conditions décentes, elles peuvent apprendre un métier, elles peuvent aspirer à plus qu'une vie de misère, et tout cela grâce à toi. »« Grâce à nous, » corrigea Marguerite, « ton père, Louise, Paul, tous ceux qui ont cru que le changement était possible. Je n'étais qu'une voix parmi d'autres. »« Non, » dit Claire fermement, « tu étais la première voix, celle qui a osé parler quand tout le monde se taisait. » Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. Louise Marais entra, maintenant une femme de 55 ans, aux cheveux complètement blancs, mais au regard toujours aussi vif. Elle était devenue la directrice générale de la fondation, la main droite de Marguerite, son amie la plus proche. « Madame Lavergne, » dit-elle avec le sourire, « vous avez une visite. Madame Beaumont demande à vous voir. » Marguerite leva les sourcils, surprise. Elle n'avait pas revu cette femme depuis ce fameux soir, 15 ans auparavant. « Faites-la entrer, » dit-elle, après une brève hésitation. Madame Beaumont, maintenant une vieille dame de 70 ans, entra d'un pas hésitant,
appuyé sur une canne. Son visage, autrefois si fier et moqueur, était marqué par le temps et quelque chose qui ressemblait à du regret. « Madame Lavergne, dit-elle d'une voix tremblante, je vous remercie de me recevoir. Je sais que je n'ai aucun droit de solliciter votre attention après la façon dont je vous ai traité. » Marguerite l'invita à s'asseoir, curieuse de savoir ce qui amenait cette femme après tant d'années. « Que puis-je faire pour vous, Madame Beaumont ?»« Je ne suis pas venue demander quoi que ce soit, » répondit la vieille dame. « Je suis venue présenter mes excuses. Depuis 15 ans, je vous vois dans les journaux, dans les magazines, partout. On parle de vous comme d'une héroïne, d'une pionnière, et chaque fois, je me souviens de ce soir où je vous ai humilié publiquement, où je vous ai traité comme si vous étiez moins que rien. » Elle s'arrêta, les yeux brillants de larmes. « J'ai passé ma vie à juger les autres selon des règles stupides. J'ai fait souffrir tant de femmes avec mes remarques cruelles, mes conseils empoisonnés. Et pourquoi? Pour me sentir supérieur, pour masquer ma propre insignifiance. Vous avez utilisé votre douleur pour créer quelque chose de beau. Moi, j'ai juste créé plus de douleur. » Marguerite regarda cette femme qui avait été son tourmenteur, et elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Non pas de la colère ou du ressentiment, mais une profonde compassion pour cette créature brisée qui réalisait trop tard la futilité de sa vie. « Madame Beaumont, dit-elle doucement, je vous pardonne. Je vous ai pardonné il y a longtemps. En réalité, la colère est un fardeau trop lourd à porter et j'avais trop de bonheur à vivre pour m'y accrocher. » La vieille dame pleura ouvertement, les épaules secouées de sanglots. « Merci, murmura-t-elle, merci d'être plus grande que moi. » Après son départ, Claire regarda sa mère avec admiration. « Comment fais-tu? Comment peux-tu pardonner à quelqu'un qui t'a fait tant de mal ?» Marguerite réfléchit un moment. « Parce que la vie est trop courte pour la gaspiller en rancune. Parce que le pardon libère autant celui qui le donne que celui qui le reçoit. Et parce que ton père m'a appris que la vraie force n'est pas dans la vengeance, mais dans la grâce. » Le soir tombait sur Paris. Marguerite se tenait sur la terrasse, exactement comme elle l'avait fait tant de fois avec Édouard. Elle sentait sa présence, presque palpable dans l'air doux de l'été. Quelque part dans la ville, des milliers de femmes rentrèrent chez elles, après une journée de travail, dans des conditions décentes. Des enfants dormaient en sécurité dans des crèches bien tenues. Des jeunes filles apprenaient des métiers qui leur permettraient d'échapper à la pauvreté. Et tout cela avait commencé par un simple acte de courage. Une femme qui avait refusé d'accepter le jugement de la société et un homme qui avait reconnu sa valeur quand personne d'autre ne le faisait. Marguerite sourit dans le crépuscule. Elle avait été appelée vieille fille, scandaleuse, indécente. Elle avait été insultée, menacée, rejetée, mais elle avait survécu. Plus que cela, elle avait prospéré. Et en prospérant, elle avait ouvert la voie à d'innombrables autres femmes. « Nous avons réussi, mon amour, » murmura-t-elle dans le vent. « Nous avons changé le monde. » Et dans le silence de la nuit qui tombait, elle aurait juré entendre la voix d'Édouard lui répondre « Non, ma chérie, tu as changé le monde. Je t'ai juste aidé à le faire. » L'histoire de Marguerite et Édouard nous rappelle une vérité essentielle. Les jugements de la société ne définissent pas notre valeur. Ce qui nous définit, c'est notre courage face à l'adversité, notre capacité à transformer la douleur en action positive, et notre refus de nous soumettre à des conventions qui étouffent notre âme. Marguerite aurait pu accepter son destin de vieille fille méprisée, se résigner à une vie d'invisibilité et de regret. Au lieu de cela, elle a choisi de se battre. Elle a défié les conventions, survécu au scandale et construit quelque chose de beau et de durable. Son histoire nous enseigne que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la conformité, mais dans l'authenticité. Que l'amour véritable ne se soucie pas des qu'en dira-t-on, et que chaque fin peut être un nouveau commencement si nous avons le courage de saisir l'opportunité. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez jugé, rejeté ou insignifiant, souvenez-vous de Marguerite. Souvenez-vous qu'une seule personne courageuse peut changer le monde, et que cette personne pourrait bien être vous.
Quelle partie de l'histoire de Marguerite vous a le plus touché? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir une autre histoire bouleversante de la Belle Époque.